humilié par mon beau-père qui a refusé mon aide pour son entreprise de 50 000 $, sous le regard narquois de ma femme. J'ai discrètement ordonné le retrait de tous mes financements. Leur chute est imminente. Au moment où Richard Dubois a ri de moi, de l'autre côté de la table de réunion, j'ai pris une décision. Pas une décision émotionnelle. Pas le genre que l'on prend quand le visage est en feu et les mains tremblantes. Le genre discret. Le genre qui vient après avoir passé 12 ans à construire quelque chose de si précis, de si complètement invisible aux personnes censées vous aimer, qu'au moment où elles le voient enfin, il est déjà trop tard pour qu'elles fassent autre chose que de regarder. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas quitté la pièce. Je suis resté assis là, je l'ai laissé finir de rire, j'ai hoché la tête une fois et j'ai glissé mon téléphone sous la table. Le SMS que j'ai envoyé a pris 11 secondes à taper. Dubois Holdings était une entreprise de 50 millions de $. La réunion d'urgence du conseil d'administration qu'ils ont convoquée a commencé 9 minutes et 40 secondes plus tard. Je le sais parce que j'ai vérifié l'heure. Permettez-moi de commencer par le début. Car si je ne le fais pas, vous ne comprendrez pas pourquoi je n'ai rien ressenti quand c'est arrivé. Ni culpabilité, ni satisfaction, juste une sorte de justesse propre et finale. La sensation d'un nœud qui se défait enfin après des années et des années à tirer dessus. Mon nom est Alexandre Rivière. J'ai 37 ans. Je suis associé gérant et directeur des investissements chez Rivière Capital Group, basé à Atlanta, en Géorgie. Nous gérons un portefeuille de capital investissement qui dépasse actuellement les 340 millions de $. Nous avons des bureaux à Buckhead, une deuxième équipe à Charlotte et une division de recherche qui opère depuis une suite sur West Peachtree que j'ai personnellement rénovée il y a 3 ans. Parce que je voulais que la lumière vienne de lait le matin. Je vous dis tout cela non pas pour vous impressionner. Je vous le dis parce qu'en environ 4 minutes d'écoute de cette histoire, vous allez devoir comprendre que Richard Dubois a eu toutes les occasions de découvrir qui j'étais. Il ne s'est simplement jamais donné la peine. J'ai rencontré Sophie lors d'une collecte de fonds artistiques au High Museum de Midtown Atlanta il y a environ 6 ans. Elle se tenait près d'une paix de rhum et Birden, vêtue d'une robe verte, tenant un verre de vin qu'elle oubliait sans cesse de boire. C'était le genre de femme qui attirait l'attention d'une pièce sans sembler le remarquer. Et quand elle a finalement regardé et m'a surprise en train de la regarder, elle n'a pas détourné le regard la première. J'ai tout de suite aimé ça chez elle. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois avant que je ne rencontre sa famille. Cela aurait dû me dire quelque chose. Richard Dubois a construit Dubois Holdings à partir d'une entreprise régionale de construction et d'immobilier commercial que son propre père avait fondée dans les années 1970 à Columbia, en Caroline du Sud. Au moment où Sophie et moi avons commencé à sortir ensemble, Richard l'avait considérablement développé. Des développements commerciaux dans tout le Sud-Est, quelques projets à usage mixte à Charlotte et Raleigh, un accord de développement de corridor commercial à Savannah qui était en négociation depuis environ 3 ans. C'était un grand homme dans de petites pièces. C'est la seule façon de le dire. Partout où Richard allait, il s'assurait que la pièce savait qu'il était arrivé. Sa femme, Claudette, était le genre de femme qui avait appris à sourire à tout ce que son mari disait, même quand il avait tort, ce qui était souvent le cas. Leur fils, Bruno, avait 29 ans et travaillait au développement commercial pour Dubois Holdings, ce qui signifiait en pratique qu'il conduisait une voiture de fonction, assistait à des réunions pour lesquelles il ne se préparait pas et disait aux gens lors de cocktails qu'il était dans l'immobilier. La première fois que j'ai dîné chez eux à Lake Murray, en Caroline du Sud, une grande coloniale sur l'eau avec un hangar à bateau que Richard a mentionné 4 fois sans y être invité. Richard m'a serré la main, m'a examiné de la façon dont un homme le fait lorsqu'il a déjà décidé quelque chose et a dit « Sophie me dit que vous travaillez dans les investissements. » Il l'a dit comme quelqu'un pourrait dire que vous travaillez au centre commercial. Je lui ai dit que je dirigeais une société de capital investissement. Il a hoché la tête lentement, comme le font les gens quand ils ont entendu un mot qu'ils reconnaissent mais ne veulent pas admettre qu'ils ne comprennent pas entièrement. Une opération de boutique, a-t-il demandé. Nous gérons environ 280 millions à l'époque, ai-je dit. En pleine croissance. Il a souri, non pas méchamment, mais avec la condescendance particulière d'un homme qui a décidé que le chiffre que vous avez dit n'est pas encore réel. C'est bien pour vous, a-t-il dit. Il faut du temps pour construire quelque chose de réel. Je l'ai regardé. J'ai regardé le hangar à bateau derrière lui. J'ai dit, oui, monsieur, en effet. Et j'en suis resté là.
Sophie et moi nous sommes mariés 14 mois plus tard au Barnsley Gardens Resort à Hadarsville, en Géorgie. Ce fut un beau mariage. J'ai payé la majeure partie parce que Richard avait proposé de contribuer et trouvait ensuite sans cesse des raisons pour lesquelles le moment n'était pas idéal. Sophie a dit que cela n'avait pas d'importance. J'ai dit que cela n'avait pas d'importance, mais j'ai remarqué. Si vous nous suivez depuis un certain temps, faites une chose rapide dès maintenant. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et laissez un j'aime sur cette vidéo. Cela ne vous coûte rien et cela signifie tout pour nous. Et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous d'où vous regardez. Celui-ci va vous emmener quelque part. Je le promets. Les 2 premières années de notre mariage furent bonnes. Sophie était directrice marketing dans une entreprise de conseil en santé à Atlanta. Elle était vive, motivée et avait cette capacité à lire une pièce que j'ai toujours admirée. Je pensais que cette clarté s'étendait à sa famille. Je me suis trompé sur ce point. Richard m'a appelé directement pour la première fois en juin de notre 2e année de mariage, non pas pour prendre des nouvelles, non pas pour avoir une conversation. Il a appelé parce que Dubois Holdings faisait face à un problème de liquidité sur le développement de Savannah. L'accord avait stagné. Leur prêteur principal était devenu prudent. Un problème réglementaire avec le site du projet que leurs avocats n'avaient pas entièrement vérifié avant la clôture. Ils avaient besoin de capital relais, et ils en avaient besoin rapidement. Ou 3 ans de négociations et 4 millions de coûts de pré-développement allaient disparaître. Il a demandé si je connaissais quelqu'un. Je veux être très précis sur ce qu'il a demandé. Il a dit, connaissez-vous quelqu'un qui pourrait être intéressé par une position de relais à court terme? Pas, pourriez-vous aider? Pas, envisageriez-vous? Il a dit, connaissez-vous quelqu'un, comme si j'étais un service de référence. Comme si appeler son gendre allait était quelque chose dont il pouvait se distancier en le formulant comme une demande professionnelle. Je lui ai dit que je passerais des appels. Je n'ai passé aucun appel. Au lieu de cela, j'ai demandé à mon équipe de faire une analyse complète du projet Savannah en 48 heures. Nous avons examiné le site, l'exposition réglementaire, les relations avec les prêteurs, le calendrier du projet, les accords de développement comparables sur le marché du comté de Chatham. À la fin de cette semaine, je suis revenu vers Richard avec une proposition formelle. Rivière Capital fournirait le financement relais. Nous prendrions une participation limitée dans le projet structuré en tant qu'action privilégiée, ce qui protégerait notre position, et nous assortirions de conditions concernant le calendrier de résolution réglementaire. C'était un accord juste. C'était, franchement, un accord généreux. La plupart des prêteurs relais dans cette situation auraient exigé un taux plus élevé et une participation plus importante. Je leur facilitais la tâche parce que Sophie aimait sa famille et je comprenais ce que le projet Savannah représentait pour eux. Richard a examiné la proposition pendant 11 jours. Puis il m'a rappelé. Nous avons décidé d'aller dans une direction différente, a-t-il dit. Quelle direction, ai-je demandé. Il m'a dit qu'il avait trouvé un prêteur privé par l'intermédiaire d'un de ses associés. J'ai posé des questions sur les conditions. Il était vague comme le sont les gens quand les conditions sont pires que celles qui leur ont été offertes et qu'ils ne veulent pas l'admettre. Il a dit, nous vous remercions d'avoir examiné cela, Alexandre. Et puis il a dit, la famille, c'est la famille, mais les affaires, c'est les affaires. Vous comprenez? Sophie m'a dit de ne pas le prendre personnellement. Je lui ai dit que je ne le ferais pas. Je l'ai fait. Non pas parce qu'il a choisi quelqu'un d'autre. C'est son droit. Mais à cause de la phrase, la famille, c'est la famille, mais les affaires, c'est les affaires. C'était une philosophie, une division nette. Sa famille, ses affaires, moi, j'étais autre chose. Adjacent. Utile peut-être dans certains contextes, mais pas vraiment à l'intérieur du cercle. Pas encore, peut-être jamais. Au cours des 3 années suivantes, cette philosophie s'est exprimée de dizaines de petites manières qui, individuellement, ne signifiaient rien et, ensemble, signifiaient tout. Richard et Claudette venaient à Atlanta pour des visites, et la conversation au dîner portait toujours sur Dubois Holdings. L'affaire Savannah, qui a finalement été conclue après 18 mois de retard supplémentaire. Le projet Charlotte, le rôle de Bruno dans l'entreprise, qui s'est élargi en titre sans s'élargir en responsabilité. Sophie me posait des questions sur mon travail et je commençais à expliquer quelque chose et Richard hochait la tête comme le font les gens qui attendent leur tour de parler. Une fois,
à Thanksgiving, dans leur maison de Lake Murray, j'ai mentionné que nous venions de conclure une acquisition importante, une entreprise de technologie de fabrication basée à Chattanooga, dans le Tennessee, un accord sur lequel nous travaillions depuis 7 mois. L'une des meilleures sorties que j'avais structurées en 2 ans. Richard leva les yeux de son assiette, hocha la tête une fois et dit, « Bien. Vous devez continuer à bâtir cette réputation. » Comme s'il était mon mentor, comme si j'avais été un analyste de niveau intermédiaire qui venait de conclure son premier accord. J'avais 35 ans. J'avais une réputation que la plupart des gens de son industrie auraient trouvée humiliante. Sophie me toucha la main sous la table. J'ai souri. J'ai mangé mon repas. J'ai pensé aux chiffres du portefeuille de Rivière Capital à ce moment précis, que je ne partagerai pas avec vous ici car ce n'est pas le propos. Le propos est que j'étais assis en face d'un homme qui avait décidé ce que j'étais et qui était complètement indifférent à être corrigé. L'invitation à la réunion du conseil d'administration de Dubois Holdings est venue par Sophie, ce qui aurait dû être la première chose à me prévenir de ce qui allait arriver. Richard était en pleine expansion. Il avait été approché pour un important projet de développement à usage mixte au centre-ville de Nashville, dans le Tennessee. Un projet de 400 millions de dollars, des tours résidentielles, des espaces commerciaux, des commerces au rez-de-chaussée, un composant hôtelier. Significatif, le genre de projet qui triplerait l'empreinte de Dubois Holdings du jour au lendemain. Le problème était la structure du capital. Pour participer au niveau souhaité par Richard, Dubois Holdings avait besoin d'un partenaire en capital majeur, quelqu'un avec des relations institutionnelles, un accès au capital des LP et le genre de crédibilité qui incitait les grands fonds de pension et les family office à accepter une réunion. Il avait besoin exactement de ce que je faisais pour gagner ma vie. Sophie a mentionné le projet lors d'un dîner dans notre appartement de Buckhead début mars. Elle était excitée. Elle a dit que son père y pensait depuis des mois, qu'il avait demandé si je pourrais être intéressé à y participer officiellement. Elle l'a dit comme si c'était un cadeau, comme s'il ouvrait enfin la porte. J'ai demandé comment cela était venu. Elle a dit qu'il l'avait appelé. Il ne m'avait pas appelé. Il l'avait appelé. Et elle avait servi d'intermédiaire, ce qui me disait que la façon dont Richard pensait à cela n'avait pas changé, même légèrement. J'étais toujours quelqu'un que l'on passait par Sophie pour atteindre. Je lui ai dit que j'étais intéressé à en savoir plus. La réunion a eu lieu au siège de Dubois Holdings à Columbia, en Caroline du Sud, un bureau d'angle au 14e étage d'un bâtiment sur Main Street avec une vue sur la rivière Congé si l'on inclinait légèrement la tête vers la gauche. Richard était assis en bout de table. Bruno était assis à sa droite, portant un costume bien ajusté et tenant un stylo qu'il n'utilisait jamais. Une femme nommée Patricia, qui, j'ai compris, était leur directrice financière, était assise avec un dossier de documents, et il y avait un homme nommé Guillaume Valois, que Richard a présenté comme leur conseiller financier, un titre qui couvrait un large éventail de niveaux de compétences. Selon mon expérience. Sophie était assise à côté de moi, ce que j'ai apprécié. Richard a ouvert la réunion en présentant le projet Nashville. C'était un bon orateur lorsque le sujet était son propre travail. Il avait la confiance exercée de quelqu'un qui s'était vendu dans les pièces toute sa carrière. Il a parlé du site, du développeur avec lequel il s'associait, des fondamentaux du marché, des rendements projetés. C'était un argumentaire solide pour quelqu'un qui ne savait pas quelles questions poser. Je savais quelles questions poser. Quand il a eu terminé, j'ai posé des questions sur la structure du capital. Il a renvoyé à Guillaume, qui l'a expliqué en termes généraux. J'ai posé des questions plus spécifiques sur le waterfall, sur la position des actions privilégiées, sur la manière dont la dette senior était obtenue et s'ils avaient des pré-engagements de la part de prêteurs institutionnels. Guillaume a répondu à certaines d'entre elles. Patricia en a répondu d'autres avec plus de précision. Bruno a écrit quelque chose sur son bloc-notes qui, je soupçonnais, n'était pas lié à la réunion. Puis Richard m'a demandé de leur expliquer à quoi ressemblerait une implication de Rivière Capital. Je l'ai fait. J'ai passé 15 minutes à expliquer exactement comment nous structurerions notre participation, la taille de l'engagement en capital que je pourrais obtenir en 90 jours. Les relations avec les LP que nous avions et qui étaient spécifiquement intéressés par les projets de développement du Sud-Est et du Mid-Sud. La façon dont je pourrais apporter de la crédibilité à la partie institutionnelle de la structure du capital qui leur permettrait d'accéder à une dette senior à moindre coût. J'ai été exhaustif. J'ai été précis. J'avais effectué les calculs lors de ma propre analyse avant la réunion.
Quand j'ai eu terminé, Richard s'est penché en arrière sur sa chaise. Il a regardé Guillaume. Puis il m'a regardé et il a souri du même sourire que j'avais vu à chaque dîner de famille pendant 4 ans. Celui qui disait qu'il avait déjà décidé quelque chose avant que j'entre dans la pièce. Alexandre, dit-il, ce que vous décrivez ressemble à une contribution significative à un projet de cette envergure. Il marqua une pause. Mais je veux être franc avec vous. Nous recherchons un partenaire avec un engagement de 50 millions de dollars, à l'échelle institutionnelle, quelqu'un avec le bilan nécessaire pour ancrer la levée de fonds. Il inclina la tête. C'est une conversation différente de ce que Rivière Capital gère habituellement, n'est-ce pas? Je le regardai un instant. Que entendez-vous par là? Demandai-je calmement, vraiment curieux d'entendre comment il allait le dire. Eh bien, dit Richard, étalant ses mains sur la table dans un geste généreux. Votre entreprise fait du bon travail, mais c'est une entreprise de 50 millions de dollars que nous construisons ici. Un niveau différent. Sophie est devenue complètement immobile à côté de moi. J'ai entendu Bruno bouger sur sa chaise. Patricia a regardé son dossier. J'ai dit, Richard, je gère 340 millions de dollars d'actifs sous gestion en ce moment. Mon réseau de LP comprend des relations institutionnelles capables de fournir l'intégralité de l'engagement en capital que vous décrivez et plus encore. J'ai structuré des deals de cette taille et plus grands. Richard hocha la tête de la même manière qu'il le faisait toujours, sans écouter, traitant, cherchant la version de ce que j'avais dit qui correspondait à son cadre existant. Puis il regarda Guillaume et de nouveau moi, et il fit la chose que je garderai avec moi pour le reste de ma vie professionnelle. Il rit. Pas un rire cruel, pas théâtral, juste le rire facile et méprisant d'un homme qui a décidé que ce que vous avez dit est charmant, mais pas tout à fait sérieux. Alexandre, dit-il, nous vous remercions d'être ici. Sophie me dit que vous avez construit quelque chose là-bas, mais nous n'avons pas besoin de monnaie de poche sur une affaire comme celle-ci. Revenez nous voir quand vous aurez un poids institutionnel derrière vous. Il regarda Guillaume. Parlons du calendrier du groupe Whitmore après le déjeuner. Et c'est tout. J'ai été excusé. La réunion a continué autour de moi. Bruno a débouché son stylo. Patricia a ouvert son dossier. La main de Sophie a trouvé mon genou sous la table, mais j'étais déjà parti ailleurs, quelque part de très calme, de très immobile. J'ai regardé Richard Dubois de l'autre côté de la table, et j'ai pris ma décision. J'ai glissé mon téléphone sous le bord de la table et j'ai envoyé un seul SMS à mon gestionnaire d'investissement, Daniel Lefebvre. Retirez tout soutien existant à Dubois Holdings. Gèle la lettre d'engagement préliminaire pour le projet Nashville. Ne traitez rien de plus avant que je ne vous appelle. Agissez immédiatement. 9 mots, plus ou moins. Je l'ai envoyé à 13h47 un mardi à Columbia, en Caroline du Sud. La réunion d'urgence du conseil d'administration de Dubois Holdings a commencé à environ 13h56. Je devrais vous parler de Daniel Lefebvre parce qu'il est important pour cette histoire. Daniel travaille chez Rivière Capital depuis 6 ans. Il est venu de la division infrastructure de Goldman, ce qui signifie qu'il peut lire une structure de capital comme un chirurgien lit une imagerie. C'est aussi un homme d'une discrétion extraordinaire, c'est pourquoi je lui ai confié le genre d'informations qui rendent les autres nerveux. Quand je lui ai envoyé ce SMS, je savais 2 choses. Premièrement, il exécuterait immédiatement parce que c'est ce que Daniel fait. Deuxièmement, il comprendrait exactement ce que je faisais et pourquoi, parce que Daniel avait participé à nos discussions préliminaires sur l'engagement de Dubois Holdings à Nashville pendant 3 semaines. Ce que Richard Dubois ne savait pas, parce qu'il n'avait jamais posé la question, c'est que Rivière Capital se positionnait discrètement comme l'arrangeur principal de capitaux propres sur le projet Nashville depuis 22 jours avant cette réunion du conseil d'administration. Daniel avait envoyé la feuille de modalités préliminaires au bureau de Patricia 2 semaines auparavant. Nous étions en contact permanent avec le promoteur, une entreprise appelée Sommet Méridien basée à Brentwood, dans le Tennessee, concernant le rôle officiel de Rivière Capital. Nous avions des LP en discussion préliminaire sur l'engagement. Nous étions, dans le langage de l'industrie, soft-circled. Ce qui signifie en termes simples, nous étions ceux qui maintenaient le projet ensemble du côté financier. Sans notre participation, la structure du capital n'existait pas. L'accord de Nashville ne se concrétisait pas. Richard savait que nous étions impliqués. Il avait demandé à Sophie de me contacter. Il m'avait invité à la réunion.
Ce qu'il n'avait apparemment pas fait, c'est demander à quelqu'un d'expliquer réellement ce que cette implication signifiait. Il avait demandé à Guillaume Valois, un homme dont j'avais évalué les qualifications dans les 15 premières minutes de cette réunion, et Guillaume n'avait apparemment pas lu les documents que Daniel avait envoyés à Patricia, ou Patricia ne les lui avait pas montrés. Ou Richard avait déjà pris sa décision à mon sujet avant que tout cela n'arrive, et la réunion était du théâtre, une formalité, une façon de pouvoir dire à Sophie qu'il m'avait donné une chance. Je ne suis pas certain de savoir lequel. Cela ne change pas le résultat. J'ai quitté la réunion à 14h04. Sophie m'a suivi dans le couloir. Elle m'a touché le bras. Son visage était un conflit que je reconnaissais. Elle savait ce qui s'était passé. Elle était assise à côté de moi. Elle avait entendu chaque mot. Et elle était la fille de son père d'une manière qu'elle n'avait jamais pleinement examinée, ce qui signifiait que même maintenant dans ce couloir, je pouvais la voir décider comment l'encadrer pour que les dégâts soient moindres qu'ils ne l'étaient. Il ne voulait pas dire ça comme ça, a-t-elle dit. Je l'ai regardé un instant. Sophie, ai-je dit, depuis combien de temps ton père sait-il ce que je fais dans la vie? Elle a détourné le regard. Alex, 4 ans, ai-je dit, non pas en colère, juste précis. Il a eu 4 ans pour poser une seule question sur mon travail. Il ne l'a jamais fait. Elle n'a pas eu de réponse. Elle avait l'expression qu'elle portait quand elle comprenait quelque chose qu'elle ne voulait pas comprendre. Je l'ai embrassée sur le front et lui ai dit que j'avais besoin de passer des appels. Elle est retournée dans la salle de réunion. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall. Debout sur Main Street à Columbia, avec la lumière de février venant de la rivière Congé à quelques pâtés de maisons à l'est. J'ai appelé Daniel. C'est fait, a dit Daniel avant que je puisse parler. La lettre d'engagement préliminaire a été retirée. Sommet Méridien a été informé que notre engagement est en suspens en attendant un examen stratégique. J'ai également signalé cela à Jennifer Ali, chez Partenaires Institutionnels de la Caroline. Ils allaient co-ancrer avec nous. Bien, ai-je dit. Alexandre, a dit Daniel, et j'ai pu entendre le ton particulier qu'il utilisait lorsqu'il était professionnellement prudent. Sommet Méridien ne va pas être content. Non, ai-je acquiescé. Ils ne le seront pas. Ils vont appeler Dubois directement. Oui, ai-je dit. Ils le feront. L'appel de Sommet Méridien est arrivé au bureau de Richard Dubois à 14h43 cet après-midi-là. Je le sais parce que Sophie m'a appelé à 15h07. Sa voix portait la qualité particulière de quelqu'un qui se tient dans un bâtiment où quelque chose s'est mal passé et tout le monde essaie de comprendre quoi. Leur développeur principal, un homme nommé Charles Weber, avait appelé Richard personnellement. Le message était simple. Sommet Méridien comptait sur l'arrangement de capitaux propres de Rivière Capital pour ancrer la levée de fonds institutionnels du projet Nashville. Sans cet arrangement, toute la structure du capital était en question. Le calendrier du projet ne pouvait pas être maintenu. Ils avaient besoin de clarifications immédiates sur ce qui avait changé. Richard m'a appelé à 15h19. J'ai laissé sonner. Il a rappelé à 15h24. J'ai laissé sonner à nouveau. Non pas parce que je le punissais, mais parce que j'étais en plein appel avec Jennifer Ali des Partenaires Institutionnels de la Caroline, qui avait 40 millions de dollars d'engagement, Soft Circled, pour le projet Nashville et avait besoin de comprendre ses options. Le troisième appel de Richard est arrivé à 15h51. À ce moment-là, j'étais de retour dans ma voiture, roulant vers le nord sur LI 26 en direction de Charlotte, où j'avais un dîner avec une société de portefeuille. J'ai répondu, Alexandre. Sa voix était différente. Pas la voix suave de la salle de réunion. Quelque chose en dessous. Quelque chose qui devait être géré et qui ne se gérait pas tout à fait. Richard, ai-je dit. Une pause. Je crois comprendre qu'il y a eu une certaine confusion avec l'arrangement de capital sur le projet Nashville. Il n'y a pas de confusion de mon côté, ai-je dit. Une autre pause, plus longue. Charles Weber me dit que Rivière Capital s'est retiré de l'engagement. C'est exact. Un silence qui avait une température. Pourquoi? Je roulais vers le nord. La lumière de l'après-midi était plate et froide sur le paysage du nord de la Caroline du Sud. J'ai regardé une volée d'oiseaux traverser l'autoroute devant moi en une longue ligne diagonale. Richard, ai-je dit,
vous m'avez dit aujourd'hui que c'était une entreprise de 50 millions de dollars et que vous n'aviez pas besoin de ma monnaie de poche. Je suis d'accord avec vous. Alors, j'ai retiré ma monnaie de poche. Un très long silence. Ce n'est pas ce que je, commença-t-il. C'est exactement ce que vous avez dit, ai-je dit. J'étais à table. Alexandre, je parlais de l'ampleur de l'affaire. Je n'étais pas. Je gère 340 millions de dollars d'actifs sous gestion, ai-je dit. Je vous l'ai dit. Vous m'avez entendu le dire. Aujourd'hui, à cette table, devant votre directrice financière, votre conseiller financier, votre fils et ma femme, vous avez ri de moi, puis vous êtes passé au point suivant de l'ordre du jour. J'ai fait une pause. J'ai décidé de suivre votre conseil et de laisser les grosses affaires aux personnes ayant un poids institutionnel. Un silence si complet que j'ai vérifié que l'appel n'avait pas été coupé. Nous devons parler, a dit Richard finalement. Sa voix avait perdu quelque chose. Je ne pouvais pas le nommer exactement. L'aisance, la certitude. Je suis disponible jeudi, ai-je dit. Je demanderai à Daniel de vous envoyer une invitation. Et j'ai raccroché. Je veux vous parler des 36 heures suivantes car je pense que cela en révèle plus sur ce que j'avais réellement construit que tout ce qui a précédé. Sommet Méridien a commencé à appeler Dubois Holdings toutes les 3 heures. Le calendrier du projet Nashville était structuré autour d'une date de clôture du financement d'environ 90 jours. Sans l'arrangement de capitaux propres que Rivière Capital avait ancré, les investisseurs institutionnels qui avaient été en discussion préliminaire ont commencé à se retirer. Les partenaires institutionnels de la Caroline ont mis leur engagement en attente formelle. Un family office de Dallas que Daniel avait fait venir tôt est resté silencieux. Le promoteur a commencé à étudier la possibilité de prolonger le calendrier du projet, ce qui a déclenché une conversation avec le propriétaire foncier sur les coûts de portage que personne ne voulait avoir. Dubois Holdings avait passé 14 mois et des ressources internes importantes à se positionner pour l'affaire Nashville. Bruno avait apparemment fait plusieurs présentations internes sur le projet. Richard l'avait utilisé comme pièce maîtresse d'une stratégie de croissance qu'il avait partagée avec son propre conseil d'administration. Tout cela était basé sur une structure de capital que Rivière Capital avait construite discrètement pendant 3 semaines. Pendant que Richard me traitait comme un homme qui était venu à la mauvaise table. L'appel du jeudi a eu lieu comme prévu. Richard est monté à Atlanta. Il n'a pas appelé Sophie en premier. Il n'a pas demandé à se rencontrer chez eux. Il a appelé le numéro de Daniel et a demandé 30 minutes dans nos bureaux sur West Peachtree. Je veux vous dire à quoi ressemblent nos bureaux car je pense que cela a son importance. La suite de Rivière Capital sur West Peachtree à Buckhead n'est pas l'espace le plus flashy d'Atlanta. Il n'a pas besoin de l'être. C'est un étage entier d'un bâtiment qui a une sorte de silence particulier. Le genre qui vient des bons matériaux et de très peu de choses inutiles. Les fenêtres s'étendent du sol au plafond et le matin, la lumière entre propre et dorée sur les parquets. Il y a un bureau d'accueil en chêne blanc. Il n'y a pas de trophée sur le mur. Il y a un tableau dans la salle de conférence où Daniel maintient une vue en temps réel de notre portefeuille, codé par couleur selon le niveau de performance, mis à jour chaque matin. C'est la pièce d'un homme qui fait cela depuis 12 ans et qui a cessé d'avoir besoin de s'expliquer vers l'année 7. J'étais dans cette salle de conférence quand ils ont fait monter Richard. Il est entré comme le fait un homme quand une pièce lui a fait quelque chose d'inattendu. Il s'est arrêté à l'entrée un instant, comme Sophie le faisait parfois, contemplant la vue, l'espace, le tableau. Puis il s'est dirigé vers la table et s'est assis en face de moi. J'avais Daniel avec moi. Personne d'autre. Merci d'être venu, ai-je dit. Richard regarda le tableau. Il regarda Daniel. Il me regarda de nouveau. Quelque chose avait changé sur son visage. Pas tout. Il était toujours Richard Dubois, mais une partie de son autorité facile s'était déplacée ailleurs. Je vous dois des excuses, dit-il. J'ai attendu. Ce que j'ai dit à la réunion, continua-t-il, n'était pas un reflet précis de vos capacités. Je parlais à la légère. J'aurais dû être plus prudent. Vous avez ri, dis-je calmement, non sans gentillesse. Il soutint mon regard. Oui. Devant votre directrice financière, devant votre fils, devant Sophie. Une pause. Oui. J'ai laissé cela s'installer un instant. Richard,
ai-je dit, je suis marié à votre fille depuis 4 ans. Pendant ce temps, je ne vous ai jamais rien demandé. J'ai fait une offre pour aider Dubois Holdings avec la situation du pont de Savannah, et vous l'avez refusé. Je suis resté à votre table pendant 4 ans et j'ai répondu à des questions sur mon travail et j'ai expliqué ce que je fais et vous avez hoché la tête. Chaque fois, vous avez hoché la tête. Il ne parla pas. Mardi dernier, vous avez eu le choix de la façon dont vous me parliez dans cette pièce, ai-je dit, vous en avez fait un. Un autre silence. Pouvons-nous arranger ça, demanda-t-il. C'était la question. Celle vers laquelle tout avait tendu depuis 13h47 le mardi après-midi. Et je veux vous dire quelque chose de vrai sur le moment où il l'a posée. Je n'ai pas ressenti de triomphe. C'est important. J'y ai réfléchi attentivement. Et je veux être précis. Je ne suis pas resté assis là à ressentir la douce chaleur d'avoir gagné quelque chose. Ce que j'ai ressenti était plus proche de la fatigue. Fatigué d'être la dernière pensée de quelqu'un. Fatigué d'être adjacent à une famille au lieu d'en faire partie. C'est à vous de voir, ai-je dit. Je veux arranger les choses, dit-il. Le projet Nashville a besoin d'eux. Je sais ce dont Nashville a besoin, ai-je dit. Je sais ce dont Nashville a besoin depuis 3 semaines. Ce n'est pas de cela que je parle. Il a attendu. Je parle du fait que vous avez passé 4 ans à décider qui j'étais, ai-je dit. Et vous vous êtes trompé. Et la seule raison pour laquelle vous êtes assis dans cette pièce en ce moment est qu'un projet qui vous tient à cœur est en difficulté. Pas parce que vous vous êtes réveillé ce matin et que vous avez pensé, laisse-moi aller comprendre mon gendre. Je l'ai dit sans chaleur. Juste le fait. C'est la chose que j'ai besoin que vous entendiez réellement. Le plus long silence de l'après-midi. Vous avez raison. Richard Dubois l'a dit. C'était une petite phrase, mais pour un homme comme Richard, qui avait passé 61 ans à être la plus grande présence dans chaque pièce où il entrait, cela lui a coûté quelque chose. Je pouvais voir que cela lui coûtait quelque chose. J'ai hoché la tête une fois. Daniel vous enverra une lettre d'engagement révisée, ai-je dit. Les conditions ont changé par rapport à notre proposition initiale. Notre participation en capital est plus élevée maintenant. La structure des honoraires reflète nos coûts de portage pendant l'interruption, et j'aurai besoin d'une reconnaissance formelle du conseil d'administration de Dubois Holdings du rôle de Rivière Capital dans cette transaction par écrit avant que nous ne nous réengagions. Richard m'a regardé, quelque chose qui aurait pu être du respect. Je ne sais pas si c'était sincère ou juste l'expression particulière que porte un homme lorsqu'il reconnaît que l'autre personne à table a gagné. C'est juste, dit-il. Une dernière chose, ai-je dit. Il a attendu. Sophie, ai-je dit, la prochaine fois que vous aurez besoin de me contacter pour quelque chose qui concerne ma vie professionnelle, vous m'appellerez directement. Pas par elle. Une pause. D'accord. Je me suis levé. Je lui ai serré la main. Je l'ai accompagné jusqu'à l'ascenseur. L'accord de Nashville a été conclu 14 mois plus tard. Rivière Capital a ancré la levée de fonds institutionnels à 52 millions de dollars. Nous avons fait venir les partenaires institutionnels de la Caroline, le Family Office de Dallas, et un groupe de conseil en fonds de pension de Nashville même que Daniel avait cultivé pendant 2 ans. La capitalisation totale du projet s'est élevée à 380 millions. La participation de Dubois Holdings, qu'ils avaient structurée en tant que promotion GP, était significative. C'était la plus grande transaction de l'histoire de l'entreprise. Lors du dîner de clôture au restaurant Etch à Nashville, Richard s'est levé et a porté un toast. Il a parlé du projet, de l'équipe, du promoteur. Il a parlé de ce qu'il avait fallu pour y arriver. Et puis il m'a regardé de l'autre côté de la table et il a dit, rien de tout cela n'arrive sans mon gendre. Il l'a dit clairement, sans qualification, sans restriction, juste le fait. Sophie m'a pris la main. J'ai regardé Richard Dubois de l'autre côté de cette table et j'ai pensé à un homme riant dans une salle de réunion à Columbia, en Caroline du Sud. Et j'ai pensé à 11 secondes et à un SMS et à 9 minutes et 40 secondes. Et j'ai pensé à ce que cela signifie de construire quelque chose de si complètement, si silencieusement, si précisément qu'au moment où les gens qui vous ont sous-estimé le voient enfin, il n'y a plus rien à discuter. Il y a un genre de silence particulier qui suit cela. Pas le genre froid. Pas le genre qui pèse. L'autre genre. Le genre qui vient quand quelque chose a été dit qui devait être dit et que la pièce l'a enfin
Enfin entendu. J'ai tenu la main de ma femme. J'ai levé mon verre et j'ai laissé le moment être exactement ce qu'il était.